Il y a quelque chose que vous savez déjà, quelque part entre la gorge et la poitrine, là où l'air passe moins bien certains matins. Vous vous êtes toujours considéré comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui tient, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Et pourtant, ce soir, ou peut-être ce matin, vous êtes là, épuisé d'une façon que vous ne savez même plus expliquer, avec cette sensation bizarre que vous portez quelque chose d'immense et que personne autour de vous ne semble le voir. La force que vous croyez être la vôtre pourrait bien être le masque le plus lourd que vous n'ayez jamais porté. Mais avant de comprendre pourquoi ce masque vous écrase, il faut d'abord parler de quelque chose que Christophe André observe depuis des décennies dans son cabinet, quelque chose de si courant qu'il en est presque invisible. Et pourtant, c'est précisément cette invisibilité qui le rend si dangereux. Et pour cela, il faut commencer par une histoire. Pas la vôtre, pas encore. Celle d'un homme que sa fille, Marion, a regardé se dissoudre pendant 10 ans. Marion avait 38 ans quand elle a pris rendez-vous. Elle n'était pas venue pour elle, disait-elle. Elle venait pour comprendre son père. Son père qui, toute sa vie, avait vécu comme une antenne hypersensible pointée vers les autres. Un homme brillant, attentionné, généreux à l'excès, et totalement incapable de laisser quoi que ce soit passer sans réagir. Chaque remarque de sa femme devenait une blessure. Chaque silence de ses enfants devenait une menace. Chaque désaccord au travail devenait une catastrophe existentielle. Elle décrivait un homme dont la mâchoire était perpétuellement serrée, dont les épaules ne descendaient jamais, dont le regard cherchait en permanence une confirmation, une approbation, un signe que tout allait bien. Et ce signe ne venait jamais assez vite. Alors il recommençait, il demandait, il insistait, il interprétait, il souffrait. Marion disait « Je l'aimais tellement que ça faisait mal de le regarder ». Il était comme une flamme qui brûle trop fort et qui finit par consumer tout ce qui est autour d'elle. Son père, à 62 ans, avait perdu sa femme, l'éloignement progressif de ses enfants et la santé de son propre corps qui avait fini par rendre visible ce que l'esprit ne pouvait plus contenir. Une hypertension chronique, des troubles du sommeil, une fatigue que même les vacances ne réparaient plus. Et lui, il ne comprenait toujours pas pourquoi. Il pensait que c'était la faute des autres. Il pensait qu'il n'avait pas assez. Il ne savait pas encore que ce qui lui faillait, ce n'était pas plus, mais infiniment moins. Moins de grippe, moins de contrôle, moins de cette crispation invisible qui lui mangeait la vie de l'intérieur. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, et avant d'ouvrir ce que Christophe André considère comme la porte la plus importante que l'on puisse franchir dans une vie, il faut d'abord comprendre quelque chose que la plupart des gens ignoraient complètement sur le fonctionnement du cerveau sous. Pression émotionnelle. Parce que sans cette compréhension, les conseils resteront en surface, comme de la peinture sur un mur humidé. Ils tiendront quelques jours, peut-être quelques semaines, puis tout s'effondrera à nouveau. Et si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, même partiellement, même vaguement, c'est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez regarder en ce moment. Pas dans un miroir, mais ici, dans ce que vous êtes en train d'écouter. Ceux qui trouvent de la valeur dans ce type de réflexion. Ceux qui ressentent que ces mots touchent quelque chose de réel en eux, choisissent souvent de rester proches de cette conversation, de ne pas la perdre de vue. C'est une façon de se respecter soi-même, de choisir de revenir. Le cerveau humain, Christophe André le rappelle souvent avec une tendresse un peu ironique, est un organe extraordinairement sophistiqué qui a été conçu pour un monde qui n'existe plus. Un monde de prédateurs visibles, de dangers immédiats, de réponses binaires, fuir ou combattre. Mais aujourd'hui, les prédateurs sont invisibles. Ce sont des emails sans réponse, des regards qui semblent froids, des silences qui durent trop longtemps, des commentaires ambigus, des sourires qui paraissent faux. Et le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il réagit à un SMS de votre chef exactement comme un de vos ancêtres réagissait à l'apparition d'un prédateur dans la savane. Il sécrète du cortisol, il contracte les muscles, il mobilise toutes les ressources disponibles. Il met le corps en état d'alerte. Et si cela arrive une fois, c'est de l'adaptation. Si cela arrive 10 fois par jour, chaque jour, pendant des années, c'est de l'usure. C'est une érosion profonde.
silencieuses, qui creusent des sillons dans le système nerveux, dans les artères, dans la qualité du sommeil, dans la capacité à éprouver de la joie. Christophe André a une façon de dire les choses qui restent longtemps. L'être humain n'est pas fait pour vivre un état d'urgence permanent, mais il peut s'y habituer si longtemps qu'il finit par confondre l'urgence avec la vie elle-même. Et c'est là que réside le danger le plus insidieux. Non pas dans les grains de crise, mais dans la normalisation de la tension. Dans cette sensation que vous connaissez peut-être, d'avoir toujours quelque chose à résoudre, quelqu'un à rassurer, quelque chose à surveiller. Cette sensation d'être perpétuellement en veille, de ne jamais vraiment poser les armes, de ne jamais vraiment vous permettre de ne rien faire, de ne rien atteindre, de ne rien contrôler. Et si vous ne prenez pas le temps de regarder cela en face, maintenant, avec toute l'honnêteté qu'il vous est possible de réunir, ce qui vous attend n'est pas simplement la continuation de ce que vous vivez. Ce qui vous attend est une accumulation, une stratification. Des couches et des couches de fatigue non résolues, d'émotions jamais digérées, de tensions jamais relâchées, qui finissent par former quelque chose de lourd, comme du béton, à l'intérieur de la poitrine. 3 doigts sous le sternum, exactement là. Vous sentez peut-être déjà ce poids. Ce poids qui est là le matin avant même que la journée commence. Ce que Christophe André a vu dans son cabinet, c'est que les personnes qui n'apprennent pas à pratiquer le détachement émotionnel ne s'effondrent pas toujours de façon spectaculaire. Non, elles s'éteignent graduellement, comme une bougie dans une pièce mal ventilée. Elles continuent de fonctionner, d'aller travailler, de faire les courses, de sourire au dîner de famille. Mais quelque chose à l'intérieur, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ressemble à de la légèreté, à de la spontanéité, à du plaisir véritable, commence à disparaître. Et un jour, souvent autour de la quarantaine ou de la cinquantaine, elle se réveille avec la question la plus désorientante qui soit. Est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais? Et la réponse est souvent non. Pas parce que les circonstances étaient mauvaises. Pas parce que les personnes autour d'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont passé des décennies à réagir plutôt qu'à choisir, à subir les vagues de l'émotion des autres plutôt qu'à rester debout sur leur propre rivage, à confondre l'amour avec le sacrifice de soi, à confondre la responsabilité avec le contrôle de tout, à confondre la force avec l'incapacité à montrer sa vulnérabilité. Voici quelque chose que la recherche en psychologie clinique confirme et que Christophe André évoque régulièrement. Les personnes qui souffrent d'une réactivité émotionnelle élevée, c'est-à-dire celles qui sont constamment envahies par les émotions des autres et par leurs propres ruminations, présentent un risque significativement plus élevé de développer des troubles anxieux, des épisodes dépressifs et des maladies psychosomatiques. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Le corps garde le compte de ce que l'esprit ne résout pas. Et ce n'est pas tout. Parce que maintenant, il faut parler de ce que personne ne veut regarder en face. Il faut parler de l'impact sur ceux que vous aimez. Revenons à Marion. Elle parlait de son père avec une douleur dans la voix qui ne ressemblait pas à de la colère. C'était quelque chose de plus doux et de plus dévastateur à la fois. Elle disait « Quand j'étais petite, je cherchais toujours à lui plaire. Je voulais être celle qui ferait disparaître cette tension dans son regard. Et un jour, j'ai compris que personne ne pourrait jamais faire ça, que c'était impossible. Et là, j'ai commencé à m'éloigner, pas par manque d'amour, mais pour survivre. Les enfants de parents émotionnellement réactifs apprennent très tôt une leçon terrible. Ils apprennent que leurs propres émotions sont secondaires, que leur rôle est de gérer le thermostat émotionnel de la maison, que la paix familiale dépend de leur comportement, de leur bonne humeur, de leur silence au bon moment. Ils développent une hypervigilance à l'humeur de l'autre. Ils deviennent des petits experts en détection des signaux d'alarme. Et cette compétence qu'ils acquièrent si jeunes, ils la portent ensuite dans toutes leurs relations, dans leur couple, dans leur travail, dans leur propre parentalité. C'est ce que Christophe André appelle la transmission invisible de la réactivité. Ce n'est pas génétique, même si la biologie joue un rôle. C'est appris, c'est respirer dans l'atmosphère de la maison. Et ce qui est appris peut être désappris, mais seulement si quelqu'un prend la décision de regarder le problème en face et d'agir.
Le partenaire d'une personne qui vit dans la réactivité émotionnelle constante finit souvent par développer l'un de deux patterns. Soit il se soumet, il s'efface, il marche sur des œufs en permanence pour ne pas déclencher la prochaine vague émotionnelle. Soit il se durcit, il se ferme, il crée une distance émotionnelle pour se protéger. Et dans les deux cas, l'intimité véritable meurt. Elle ne meurt pas d'un coup. Elle meurt millimètre par millimètre, conversation après conversation, nuit après nuit, où l'on dort dos à dos sans vraiment savoir pourquoi. Et il y a quelque chose de particulièrement cruel dans ce processus. La personne qui souffre le plus, celle qui est au centre de cette réactivité, celle qui s'accroche, qui contrôle, qui demande, qui interprète, c'est souvent elle qui souffre en silence de cet éloignement qu'elle a elle-même créé. Elle sent que les autres se retirent. Elle interprète ce retrait comme un rejet supplémentaire. Et elle réagit encore plus fort. Elle s'accroche encore plus. Elle devient encore plus présente, encore plus envahissante, encore plus épuisante à aimer. C'est un cercle vicieux d'une précision horlogère. Et la seule façon d'en sortir n'est pas de mieux communiquer, pas de faire plus d'efforts, pas de trouver les bons mots. La seule façon d'en sortir est d'apprendre à lâcher, à se détacher, pas d'une façon froide ou indifférente, mais d'une façon stratégique, consciente, profondément humaine. Et c'est exactement de cela dont Christophe André parle quand il évoque le détachement émotionnel stratégique. Mais avant d'arriver aux techniques, il y a une dernière chose à comprendre. Une chose que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'ils sont trop proches du tableau pour voir la toile entière. Et cette chose concerne ce que vous devenez, vous, après des années de réactivité non traitée. Il y a une question que Christophe André pose parfois à ses patients, avec toute la douceur dont il est capable et qui les arrête net. La question est celle-ci. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti quelque chose de léger, sans raison particulière, juste parce que vous étiez envié? La plupart des gens dans la quarantaine ou la cinquantaine qui vivent sous le joug de la réactivité émotionnelle ne se souviennent plus. Ils cherchent dans leur mémoire et ce qu'ils trouvent, c'est des moments de répit. Des moments où la pression était moins forte, pas des moments de légèreté véritable. Pas des moments où le corps était détendu jusqu'aux paumes des mains, jusqu'à l'espace entre les omoplates, jusqu'à la nuque qui se pose sans tension sur un oreiller. Et cette absence de légèreté, c'est l'un des signes les plus clairs que quelque chose s'est perdu. Que la vie est devenue une série de gestion plutôt qu'une série d'expériences. Que vous êtes en train de passer à côté de votre propre existence pendant que vous êtes occupé à surveiller, à interpréter, à réagir. Imaginez une vie dans 10 ans où rien n'a changé. Où vous portez toujours le même poids. Où votre mâchoire est toujours aussi serrée le matin. Où vos enfants, s'ils ont entre 10 et 20 ans aujourd'hui, ont appris à ne pas vous parler de certaines choses parce qu'ils savent comment vous allez réagir. Où votre partenaire vous regarde parfois avec ce mélange d'amour et de fatigue que vous avez peut-être déjà vu dans ses yeux. Où votre corps, lui, a commencé à parler de plus en plus fort parce qu'il n'a plus d'autre moyen de se faire entendre. Ce n'est pas une menace, c'est une projection clinique. C'est ce que Christophe André observe chez les patients qui arrivent trop tard, ceux qui ont attendu que tout s'effondre avant de décider de changer. Mais vous, vous êtes là maintenant. Vous écoutez, et ça, c'est déjà un choix différent. C'est déjà le début de quelque chose. Voici ce que vous avez besoin de savoir sur le détachement émotionnel stratégique avant d'aller plus loin. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du détachement froid comme une machine qui coupe les connexions. Ce n'est pas non plus cette distance clinique que certains confondent avec de la sagesse, mais qui n'est en réalité que de la dissociation déguisée et une sérénité. Le détachement émotionnel stratégique, tel que Christophe André l'enseigne et le pratique lui-même, c'est la capacité à rester pleinement présent à ce qui se passe, à ressentir sans être emporté, à aimer sans se perdre, à être affecté sans être détruit. C'est la différence entre être dans l'eau et être sous l'eau, entre regarder la vague et être la vague. Saviez-vous que des études de neurosciences montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement des formes de détachement méditatif
de recul conscient face aux émotions, présentent des changements mensurables dans l'épaisseur de leur cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision sage, de la capacité à mettre les choses en perspective. Le cerveau, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas figé. Il est plastique. Il peut apprendre à réagir autrement, mais seulement si on lui en donne les outils et la pratique. Voici maintenant le premier pilier du détachement émotionnel stratégique, selon les enseignements de Christophe André, et il commence dans le corps, pas dans la tête, pas avec des pensées positives ou des affirmations, dans le corps. La prochaine fois que vous sentirez monter en vous cette tension caractéristique, cette chaleur derrière le sternum, cette accélération imperceptible du rythme cardiaque, ce durcissement des muscles de l'estomac, 2 cm en dessous du nombril, cette crispation de la mâchoire que vous ne remarquez même plus tellement, elle est devenue normale, arrêtez-vous. Pas pour penser, pas pour analyser, juste pour sentir, pour nommer, pour dire intérieurement, sans jugement, il y a quelque chose ici. Il y a une émotion en train de s'élever. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, crée une séparation cruciale entre vous et l'émotion. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes celui qui observait l'émotion. Et cette fraction de seconde de distance est littéralement l'espace où la liberté commence. Christophe André compare souvent cela à regarder des nuages depuis le sol. Vous ne choisissez pas les nuages qui passent. Vous ne pouvez pas les arrêter, mais vous pouvez choisir de ne pas leur courir après, de ne pas les saisir, de les laisser traverser le ciel à leur rythme pendant que vous restez au sol, enraciné, stable, présent. C'est la pratique de l'observateur. Et elle commence par 3 respirations. Pas de la respiration yogique compliquée. Juste 3 respirations conscientes. Une expiration par le nez, lente, jusqu'à sentir le ventre s'gonfler légèrement sous la main que vous pouvez poser là, juste en dessous du nombril. Une pause de 2 secondes. Une expiration lente par la bouche, 2 fois plus longue que l'inspiration. Et pendant cette expiration, imaginez que vous laissez partir quelque chose. Pas une pensée précise, juste du poids. Juste de la densité. Cette technique, Christophe André l'enseigne dans ses stages et dans son cabinet depuis des années. Elle est simple au point d'en être suspecte pour les esprits cartésiens, mais sa simplicité est précisément son génie. Parce que dans les moments de réactivité émotionnelle intense, le cerveau a besoin de signaux simples, basiques, ancrés dans le corps. Pas de discours philosophique, pas d'analyse. Des signaux physiologiques qui dissentent au système nerveux. L'urgence est fausse. Nous sommes en sécurité. Nous pouvons ralentir. Le deuxième pilier est ce que Christophe André appelle la question du niveau d'importance réelle. Et elle est d'une efficacité redoutable, surtout pour ceux dont l'esprit a tendance à tout traiter comme une urgence absolue. La question est celle-ci, dans 5 ans, est-ce que cela aura encore de l'importance? Pas dans 5 minutes, pas demain, dans 5 ans. Pour la plupart des choses qui déclenchent notre réactivité émotionnelle au quotidien, un commentaire mal formulé, un regard perçu comme froid, un plan qui ne s'est pas déroulé comme prévu, un besoin de validation qui n'a pas été satisfait, la réponse honnête est non. Dans 5 ans, ce moment n'existera plus. Il sera dissous dans le flux du temps. Et pourtant, dans l'instant de la réactivité, notre corps le traite comme une menace existentielle. Cette question n'est pas un exercice de minimisation. Ce n'est pas une façon de se dire que rien n'a d'importance. Certaines choses ont une importance réelle et durable, et elles méritent une attention réelle et durable. Mais la majorité de ce qui déclenche notre agitation quotidienne ne mérite pas le niveau d'énergie que nous lui consacrons. Et apprendre à distinguer les deux, c'est apprendre à gérer ses ressources intérieures avec une intelligence que Christophe André appelle la sagesse du dosage. Il existe une histoire qu'il raconte parfois, celle d'un de ses patients, un homme dans la cinquantaine, directeur commercial, qui était venu le consulter pour des attaques de panique. En creusant, il est apparu que cet homme passait en moyenne 4 heures par jour à anticiper des scénarios catastrophiques, à préparer des réponses à des attaques qui n'arrivaient jamais, à ruminer des conversations passées en cherchant ce qu'il aurait dû dire différemment. 4 heures. Chaque jour.
4 heures de son existence consacrées à des batailles imaginaires contre des ennemis qui n'existaient pas. Quand Christophe André lui a posé la question du niveau d'importance réel, cet homme s'est arrêté, longtemps. Puis il a dit quelque chose de remarquable. « Je crois que j'ai passé 20 ans à m'ébattre pour des choses qui ne valaient pas la peine. Et je suis épuisé. » C'était le début de son chemin vers le détachement. Pas la fin, le début. Le troisième pilier est peut-être le plus contre-intuitif, et c'est celui qui résiste le plus, surtout chez les personnes qui ont grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel, où il fallait mériter sa place, où la validation des autres était une ressource rare et précieuse. Ce pilier est l'acceptation radicale du fait que vous n'avez aucun contrôle sur ce que les autres ressentent, pensent ou décident. Aucun. Zéro. Vous pouvez influencer, vous pouvez inspirer, vous pouvez créer les conditions favorables, mais vous ne pouvez pas contrôler. Et cette vérité, aussi simple qu'elle soit, est l'une des plus difficiles à intégrer dans le corps. Pas dans la tête. Dans la tête, les gens comprennent assez vite. Mais dans le corps, dans cette tension qui s'installe quand quelqu'un ne réagit pas comme vous l'espériez, dans ce pincement derrière le sternum quand le message reste sans réponse, dans cet essoufflement discret quand vous sentez que quelqu'un est distant, le corps, lui, continue de croire qu'il peut contrôler. Il suffit de faire plus, de dire mieux, d'être plus. Et c'est précisément là que réside la souffrance. Dans cet écart entre ce que l'esprit sait et ce que le corps continue de chercher. La pratique que Christophe André propose ici est celle de la répétition corporelle. Il s'agit de choisir une phrase simple, une phrase ancrée dans la vérité, et de la répéter non pas comme une incantation magique, mais comme une instruction au système nerveux. La phrase pourrait être « Je fais ce qui dépend de moi ». Le reste n'est pas à moi. Et chaque fois que la tension monte, chaque fois que le corps cherche à saisir ce qui lui échappe, on revient à cette phrase. On la respire, on la pose dans le ventre avec l'expiration. Encore et encore. Pas pour croire immédiatement, mais pour créer un nouveau sillon dans le système nerveux, pour apprendre au cerveau une nouvelle réponse à un vieux stimulus. Cela prend du temps. Christophe André est toujours honnête là-dessus. Le changement neurologique ne se fait pas en une semaine. Il se fait en semaines, un mois, parfois une année. Mais chaque fois que vous choisissez la phrase plutôt que la réaction, vous réduisez l'emprise de l'ancienne automaticité. Vous agrandissez l'espace des libertés intérieures. Permettez-moi de vous poser une question, là, maintenant, au milieu de tout cela. Quelle est la chose que vous portez en ce moment, la chose à laquelle vous êtes le plus accroché, la situation que vous voulez le plus contrôler, la personne dont vous attendez le plus une réaction précise, et que se passerait-il si vous lâchiez? Non pas en abandonnant, non pas en démissionnant, mais en décidant de ne plus s'en faire une condition de votre paix intérieure, imaginez ce que vous pourriez faire de l'énergie que vous consacrez à cette chose, ce que vous pourriez ressentir. Comment votre corps pourrait se détendre jusqu'aux épaules, jusqu'aux mains, jusqu'à cet espace entre les yeux où la journée s'accumule parfois comme une pression sourde. Le quatrième pilier est ce que Christophe André nomme la pratique de la désidentification progressive. Et c'est une approche qui emprunte autant à la psychiatrie qu'à la philosophie bouddhiste et aux traditions contemplatives. La désidentification, ce n'est pas de nier ce que vous ressentez, c'est de cesser de vous définir par ce que vous ressentez. Il y a une différence immense entre dire « je suis en colère » et dire « je ressens de la colère en ce moment ». La première formulation fusionne votre identité avec l'émotion. La seconde crée une distance, un espace, une possibilité de mouvement. Christophe André raconte qu'un de ses maîtres spirituels lui a dit un jour quelque chose qui a changé sa façon de voir les émotions. Les émotions sont des visiteurs. Elles arrivent, elles séjournent, elles repartent. Vous êtes la maison, pas les visiteurs. Vous êtes la maison, pas les visiteurs. Cette image, aussi poétique qu'elle soit, a une traduction neurologique très concrète. Quand vous vous identifiez à l'émotion, le cortex préfrontal, la partie régulatrice du cerveau, se désactive. L'amygdale, le centre de l'alarme, prend le contrôle. Et dans cet état, les décisions sont primitives, réactives, souvent destructrices. Quand vous observez l'émotion sans vous y fondre, le cortex préfrontal reste en ligne. La sagesse reste disponible.
La réponse choisie reste possible. La pratique concrète est simple dans son principe et exigeante dans son application. Chaque fois qu'une émotion forte se lève, au lieu de la suivre immédiatement, au lieu de la laisser dicter votre comportement, vous posez une main sur votre cœur physiquement et vous dites intérieurement « Je te vois, tu es là, tu es réel. Et tu n'es pas moi ». C'est un acte de compassion envers soi-même, un acte de reconnaissance sans dissolution. Et dans cet acte, quelque chose de remarquable se produit souvent. L'émotion, qui était en train de grossir, de s'amplifier, commence à se stabiliser, pas à disparaître, mais à se stabiliser, comme un enfant qui pleurait, qui se calme non pas parce que le problème est résolu, mais parce que quelqu'un l'a entendu. Le 5e pilier touche à quelque chose d'un corps plus profond, quelque chose qui concerne directement ce titre qui vous a peut-être amené ici. Ce titre qui parle du type de détachement qui fait revenir sans rien faire. Il y a un paradoxe magnifique au cœur du détachement émotionnel stratégique. Un paradoxe que Christophe André observe régulièrement dans sa pratique clinique et qui ne cesse pas de l'émerveiller malgré les années. Ce paradoxe est celui-ci, plus on cherche à retenir, plus on repousse. Et plus on apprend à lâcher, plus on crée les conditions du retour. Pas de façon mécanique, pas comme une technique de manipulation relationnelle, mais comme une conséquence naturelle d'une transformation intérieure réelle. Quand une personne commence véritablement à se détacher de la validation des autres, à ne plus faire de la réponse de l'autre une condition de sa propre paix, quelque chose change dans son énergie. Quelque chose que les autres perçoivent, souvent sans pouvoir le nommer. Une stabilité. Une présence sans demande. Une chaleur sans exigence. Et cette combinaison est l'une des choses les plus magnétiques qui soient. Parce que dans un monde où presque tout le monde est dans l'attente, dans la demande, dans le besoin de l'autre, quelqu'un qui est simplement là, pleinement, sans rien demander en retour, devient extraordinairement rare et extraordinairement précieux. Mais il faut être clair, ce n'est pas une technique pour faire revenir quelqu'un. Ce serait en trahir l'essence. Le détachement authentique n'est pas un outil de séduction ou de manipulation. C'est une transformation de soi-même pour soi-même. Et ses effets sur les relations sont une conséquence, pas un objectif. Revenons à Marion et à son père, parce que cette histoire n'est pas finie. Il y a eu un moment dans leur parcours où le père de Marion a commencé à changer, pas suite à une grande révélation, pas après une conversation dramatique, mais suite à un travail lent, patient, souvent douloureux, sur lui-même. Il a commencé à apprendre que ses émotions n'avaient pas à gouverner son comportement. Il a commencé à comprendre que son amour pour ses enfants n'avait pas à se manifester par du contrôle ou de l'atteinte. Il a commencé à se demander, pour la première fois de sa vie, ce qu'il aimait faire pour lui-même. Pas pour plaire à quelqu'un, pas pour être fier de lui aux yeux des autres. Pour lui, ce processus a pris du temps, il a été non linéaire. Il y a eu des rechutes, des jours où la vieille réactivité revenait comme une marée. Mais quelque chose avait changé dans sa façon de tenir ces moments. Il ne s'effondrait plus, il observait, il respirait, il revenait à lui. Et Marion, qui regardait tout cela de loin, avec ce mélange de prudence et d'espoir que connaissent tous les enfants de parents difficiles, a commencé à se rapprocher. Pas parce que son père avait résolu tous ses problèmes, mais parce qu'il était devenu, pour la première fois, une personne avec qui elle pouvait être sans avoir à marcher sur des œufs, sans avoir à surveiller le baromètre émotionnel de la pièce, sans avoir à être la gardienne de sa paix. Et c'est ce que le détachement émotionnel stratégique donne in fine aux relations. Non pas l'indifférence, mais la liberté. La liberté pour les deux personnes d'être vraiment là, sans le poids de l'attente, sans la pression de l'obligation émotionnelle, sans la douleur silencieuse de se sentir insuffisant. Le 6e pilier, et c'est peut-être le plus difficile à entendre pour ceux qui ont construit leur identité sur la générosité, sur le service, sur le fait d'être toujours là pour les autres, concerne la distinction fondamentale entre l'amour et la fusion émotionnelle. Christophe André dit parfois, avec cette ironie douce qui lui est propre, on confond souvent aimer quelqu'un avec vouloir qu'il soit heureux selon nos propres critères. C'est une forme d'amour très confortable pour nous et parfois très étouffante pour lui,
La fusion émotionnelle, c'est quand vous ne savez plus où finissent les émotions de l'autre et où commencent les vôtres. C'est quand la mauvaise humeur de votre partenaire le matin devient votre propre anxiété de la journée. C'est quand l'échec de votre enfant devient votre honte personnelle. C'est quand l'approbation d'un collègue devient la condition de votre confiance en vous pour la semaine. Dans cet état de fusion, vous n'aidez pas vraiment. Vous êtes codépendant. Et la codépendance, aussi généreuse qu'elle puisse paraître en surface, est une prison à deux cellules. Vous vous épuisez à porter ce qui n'est pas à vous. Et l'autre ne peut jamais vraiment apprendre à porter ce qui lui appartient. La pratique concrète ici est ce que Christophe André appelle la clarification des frontières énergétiques. Et elle commence par une question simple, à poser chaque matin, pendant 2 minutes, les yeux fermés, les pieds bien ancrés au sol, les mains posées sur les cuisses. Qu'est-ce qui est à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui appartient aux autres? Ce n'est pas un exercice d'égoïsme. C'est un exercice de clarté. Parce que vous ne pouvez donner de façon saine et durable que ce qui vient de votre propre plénitude. Pas de votre vide, pas de votre peur, pas de votre besoin d'être vu comme quelqu'un de bon ou de fort. Les personnes qui apprennent à maintenir cette distinction découvrent souvent avec étonnement qu'elles aiment mieux, qu'elles sont plus présentes, plus vraiment là, dans les moments partagés. Parce qu'elles ne portent pas le poids de l'autre en plus du leur. Elles peuvent regarder l'autre avec une vraie curiosité, un vrai intérêt, un vrai amour, sans ce voile d'anxiété, de besoin ou d'attente qui colore si souvent nos relations. Le 7e pilier est celui de la présence au moment présent. Et ici, Christophe André rejoint une sagesse universelle que l'on retrouve dans toutes les traditions contemplatives du monde et que les neurosciences modernes confirment avec une précision croissante. La majeure partie de notre souffrance psychologique n'est pas générée par ce qui se passe dans le moment présent. Elle est générée par notre relation au passé, par les regrets, les rancœurs, les blessures non digérées et par notre relation au futur, par les anticipations, les peurs, les scénarios catastrophiques que nous construisons avec une créativité parfois remarquable. Le moment présent, lui, est presque toujours gérable, presque toujours vivable. Même dans la douleur, même dans la difficulté, le moment présent a une dimension qui lui est propre. Une dimension tactile, sensorielle, concrète. Et c'est dans cette dimension que le détachement émotionnel trouve son terrain le plus naturel. La pratique est celle-ci. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit est parti dans le passé ou dans le futur, et il le fera, c'est sa nature, ramenez-le ici, pas avec violence. Avec la douceur que vous auriez pour rappeler à vous un enfant distrait. Posez votre attention sur quelque chose de concret. Le contact de vos pieds sur le sol. La texture de ce que vous touchez. Le son le plus proche de vous. La température de l'air dans vos narines au moment de l'inspiration. Ces points d'ancrage sensoriel sont des fils qui vous ramènent à vous-même, à votre centre, à l'endroit depuis lequel le détachement est possible, parce que le détachement n'est pas une distance émotionnelle, c'est une présence enracinée. C'est être suffisamment là, suffisamment ancré dans sa propre réalité, pour ne pas être emporté par la réalité de l'autre. Vous avez maintenant entre les mains 7 piliers d'une pratique que Christophe André a développée, affiné, enseigné et continuellement enrichi au fil de décennies de travail clinique et contemplatif. Mais il faut dire quelque chose d'important sur ces piliers. Ils ne sont pas destinés à être appliqués parfaitement. Ils sont destinés à être pratiqués imparfaitement, régulièrement, avec indulgence envers soi-même et avec une persévérance tranquille. Parce que l'ennemi du changement psychologique n'est pas l'échec, c'est le perfectionnisme. C'est l'idée que si on n'arrive pas à appliquer la technique parfaitement dès la première fois, c'est qu'elle ne fonctionne pas, ou que soi-même on est incapable de changer. Cette idée est fausse, profondément, cliniquement fausse. Le changement est non linéaire. Il avance, il recule, il fait des détours. Il ressemble moins à une ligne droite qu'à une spirale qui remonte. Et chaque fois que vous retombez dans l'ancienne réactivité, ce n'est pas un échec, c'est une information. C'est une invitation à regarder quel besoin non satisfait s'est caché derrière cette réaction. Quel besoin de sécurité, quel besoin d'appartenance, quel besoin de valeur personnelle. Et en regardant ces besoins avec compassion plutôt qu'avec honte,
vous créez les conditions d'un changement qui ne vient pas de l'effort, mais de la compréhension. Un changement qui ne dure pas parce qu'on se force, mais parce qu'on a enfin compris. Il y a une dernière chose que Christophe André a même partagée sur le détachement émotionnel stratégique. Une chose qui concerne non pas la technique, mais le sens. Parce que les techniques sans sens sont des coquilles vides. Elles peuvent fonctionner un temps, mais elles n'ont pas la profondeur nécessaire pour transformer durablement une vie. Le sens du détachement émotionnel stratégique, dans sa version la plus profonde, est celui-ci. Vous n'êtes pas ici pour tout contrôler. Vous n'êtes pas ici pour que tout le monde soit heureux de votre façon. Vous n'êtes pas ici pour mériter votre place dans le cœur des autres à force d'efforts, de sacrifices et de présence excessive. Vous êtes ici pour vivre pleinement. Dans votre propre corps, dans votre propre présent, avec votre propre unicité. Et cette vie qui vous appartient vraiment, ne peut exister que dans l'espace que le détachement vous offre. L'espace que vous créez quand vous lâchez ce qui ne vous appartient pas. L'espace que vous trouvez quand vous cessez de courir après l'approbation et que vous vous asseyez simplement dans votre propre existence. Christophe André a écrit que la liberté intérieure n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à choisir ce que l'on fait avec elle. Et cette capacité, aussi lointaine qu'elle puisse paraître pour ceux qui se sentent encore très au cœur de leur propre réactivité, est accessible. Elle est humaine, elle est apprenante, elle vous appartient déjà. Vous n'avez pas à la mériter. Vous avez juste à vous y exercer doucement, régulièrement, avec toute la patience que vous méritez de vous accorder à vous-même. Pensez à Marion et à son père. Pensez à ce que le détachement a permis. Pas une relation parfaite. Pas la disparition de toutes les blessures passées. Mais quelque chose de précieux et de rare. Deux êtres humains capables enfin de se regarder sans que le regard de l'un soit une exigence sur le cœur de l'autre. Deux êtres capables de se retrouver dans un espace des libertés partagées, construites non pas sur le contrôle ou la fusion, mais sur le respect mutuel de ce que chacun est profondément. C'est cela, la promesse du détachement émotionnel stratégique. Pas une vie sans douleur, pas une vie sans émotion, mais une vie où vous êtes l'auteur de vos réponses plutôt que le produit de vos réactions. Une vie où vous pouvez aimer sans vous perdre, donner sans vous vider, être présent sans vous dissoudre. Et cette vie, elle commence au moment précis où vous décidez qu'elle est possible, pas demain. Pas quand les circonstances seront meilleures, pas quand les autres auront changé, maintenant, ici, dans ce corps que vous habitez, dans ce souffle qui entre et qui sort, dans cet espace, 3 doigts sous le sternum, qui peut s'ouvrir à nouveau si vous lui en donnez la permission. Christophe André a même conclure ces sessions par une invitation plutôt que par une instruction. Et c'est avec cette même invitation que se ferme cette réflexion. Non pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous proposer quelque chose. Prenez un moment aujourd'hui, un seul moment de 2 ou 3 minutes, pour vous asseoir quelque part où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, posez une main sur votre cœur, respirez 3 fois lentement, conscieusement. Et posez-vous cette seule question, avec toute la douceur dont vous êtes capable. De quoi est-ce que je veux me libérer? Pas pour résoudre, pas pour agir immédiatement, juste pour entendre. Juste pour vous permettre de savoir ce que vous savez déjà, quelque part entre la gorge et la poitrine, là où l'air passait moins bien certains matins, parce que cette connaissance, elle est déjà là, elle vous attend. Et le détachement commence toujours par le courage de s'écouter soi-même. La boucle se referme ici, mais elle ne se referme pas sur un point final. Elle se referme sur une ouverture, sur la possibilité d'une vie différente, sur la certitude que vous n'êtes pas condamné à rester là où vous êtes. Sur la vérité simple et profonde que Christophe André porte depuis des décennies dans son travail clinique et dans sa propre pratique. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à lâcher. Il n'est jamais trop tard pour retrouver la légèreté. Il n'est jamais trop tard pour devenir, enfin, l'auteur de sa propre paix. Et si ce que vous avez entendu ici a touché quelque chose en vous, si quelque chose a bougé dans votre poitrine, dans votre ventre, dans cet espace derrière les yeux, où les choses importantes se logent, alors ce mouvement est déjà une réponse. Ne le laissez pas passer. Faites-en quelque chose. Même quelque chose de petit.
Même une seule des pratiques évoquées ici, tentez une fois, puis deux, puis régulièrement. Parce que c'est dans la répétition tranquille, pas dans l'effort héroïque, que la transformation s'installe, que le nouveau sillon se créose, que le cerveau apprend petit à petit qu'il existe une autre façon d'être au monde, une façon qui vous appartient vraiment, une façon qui n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister, une façon qui commence, toujours, par le même geste simple et révolutionnaire, lâcher.